On va parler éducation, une fois n'est pas coutume, avec la publication des résultats des évaluations au collège qui viennent d'être publiés. Et malheureusement, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Le niveau des élèves de collège continue de baisser, particulièrement en français et en mathématiques. Et les écarts se creusent entre les élèves. Pourquoi le collège reste le maillon faible aujourd'hui en France, Xavier Jaravel? Déjà, peut-être pour contextualiser, dans les autres niveaux, primaires aussi, le niveau ne baisse plus, mais il n'est pas particulièrement élevé par rapport à ce qu'il était. Donc on constate des progrès quand même au primaire. On constate des progrès, mais qui sont relativement limités. Oui. On a fait plus d'efforts sur le primaire que sur le collège. Par exemple, avec le dédoublement des classes de CP, CE1, dans les zones d'éducation prioritaire. Donc, une explication simple, c'est tout simplement que l'effort a plus porté ces dernières années sur le primaire que sur le collège. Mais il y a en toile de fond une baisse du niveau sur 20, 30 ans qui a plein d'explications, mais peut-être notamment liées aux enseignants qui connaissent une paupérisation relative. Donc l'attractivité du métier d'enseignant a beaucoup baissé. C'est du coup plus difficile de recruter des enseignants, notamment dans des domaines comme les mathématiques, que vous pouvez mesurer de manière assez objective en regardant les résultats d'admission, par exemple au CAPES, le nombre de postes à pourvoir, les difficultés de recrutement. Et donc, en fait, avec tout ça, il me semble que la première étape, c'est déjà d'avoir un objectif, aussi simple que ça puisse paraître, se dire sur quelle est la cible qu'on veut se donner en termes de remontée du niveau, en termes aussi de baisse des inégalités entre établissements. C'est-à-dire qu'on est un des pays où il y a les plus fortes inégalités éducatives. Autant du point de vue de la redistribution dont on parlait tout à l'heure, on est un des pays qui redistribue le plus après impôt, une fois que les gens sont sur le marché du travail, mais en termes de redistribution en fait, intergénérationnelle, on est en fait en queue de classement, on est au niveau des États-Unis. Ça passe notamment par l'éducation. Et donc, il me semble que la première étape, c'est déjà de se dire quel objectif est-ce qu'on veut atteindre, puisque si on n'a pas ce cap, il me semble qu'on ne va pas faire suffisamment d'efforts à tous les niveaux de la scolarité pour atteindre les objectifs qui devraient être les nôtres. Donc, pour la transition écologique, par exemple, il y a un consensus politique pour dire on doit atteindre net zéro à horizon 2050. Sur l'éducation, à mon sens, on devrait faire la même chose. Pour être très clair, les objectifs dont vous parlez, c'est des objectifs de niveau scolaire, c'est des objectifs de niveau des enseignants? Le niveau scolaire, je dirais, des élèves, et aussi en termes de réduction des inégalités entre établissements. Il y a un pays qui a fait ça, c'est l'Estonie, où ils ont lancé ça dans les années 90, c'était un grand plan avec ces objectifs chiffrés sur remontée du niveau, baisse des inégalités entre établissements. Et ensuite, quand vous avez ça, il faut mobiliser toute une série de réformes. Il n'y a pas une réforme magique, il y en a qui marchent très bien, comme le dédoublement des classes, c'est-à-dire que ça permet d'augmenter le niveau des élèves. C'est en fait pas très coûteux par rapport à la hausse du niveau et in fine à terme la hausse du taux d'emploi sur le marché du travail, des salaires de ceux qui ont bénéficié de ces dispositifs éducatifs améliorés. Ça fonctionne, vous nous dites. Ça fonctionne. Il y a plein d'institutions, y compris le CAE, qui ont essayé de mesurer ça. Et en fait, dans le cas du dédoublement des classes, on peut même dire que c'est une réforme qui est auto-financée. C'est-à-dire que vous avez un coût de déploiement élevé, mais à terme, vous augmentez les salaires, vous augmentez les taux d'emploi de telle manière que, en fait, c'est un investissement payant. Plus long terme, c'est un investissement qui paye, qui même s'auto-finance. Il y a beaucoup d'autres réformes. Bon, c'était que quelques-unes. Parmi les méthodes les plus efficaces, c'est des dispositifs de tutorat, que ce soit fait par les enseignants eux-mêmes, par un public qu'on appelle proche de l'enseignement, par exemple des étudiants ou d'anciens enseignants, ou alors même des non-professionnels, par exemple des retraités. Tout ça a été évalué et ça marche très bien. Et à nouveau, par rapport au coût, en l'occurrence, si c'est des retraités, c'est généralement gratuit. Si c'est des enseignants, ça coûte un peu. C'est un peu des heures supplémentaires. C'est souvent focalisé pour accompagner les élèves les plus modestes. Ça a des effets importants sur les résultats. Ça marche au collège, ça marche au primaire, ça marche au lycée. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça. Pour en donner un autre qui est assez différent, c'est les sujets des internats. On appelle ça les internats d'excellence. Ça aussi, ça fonctionne très bien. C'est beaucoup plus coûteux par élève, mais à nouveau, c'est quelque chose qui est très efficace, parce que ça augmente beaucoup la performance éducative. Donc, à mon avis, il faut pouvoir s'inspirer des modèles étrangers comme l'Estonie, où il y a plusieurs pays qui ont réussi à faire des remontées éducatives, l'Allemagne, le Portugal dans les années 2000, mais à chaque fois, c'était avec un gros portage politique, définir des objectifs de long terme, à la fois sur le niveau et sur les inégalités, et après, s'inspirer de la littérature scientifique pour montrer ce qui marche. Un peu un contre-exemple de ça, pour finir, c'est le choc des savoirs de Gabriel Attal. C'était bien en termes d'ambition, même s'il n'y avait pas d'objectif chiffré. C'était pas si bien en termes de détails, parce qu'il y avait plusieurs mesures, comme le redoublement, par exemple,
dont la littérature scientifique nous dit que ce n'est pas efficace du tout. Et donc il y avait un aspect aussi peut-être de communication politique, qui est peut-être parfois nécessaire, mais je pense que sur un sujet comme ça, il faut plus se dire, il faut créer un consensus, avoir des réformes qu'on peut porter dans la durée, parce que souvent le problème c'est qu'un ministre va enlever la réforme d'avant, et là on a... Oui, et puis il était resté que quelques mois à l'Éducation nationale, voilà. Gabriel Attal, c'est vrai qu'il faut un peu de temps pour implémenter toutes ces réformes. Jean-Marc Vittori, comment expliquer que plus de la moitié des élèves n'aient pas un niveau minimum satisfaisant? C'est comme ça que c'est formulé en français. C'est pour dire, en français, à l'entrée en 4e, malgré ces réformes, notamment du primaire. Parce que c'est un travail de long terme. Et le travail de primaire, à l'école primaire, il a commencé, mais il ne fait que commencer. Oui. Si vous regardez par exemple les compétences des enseignants, je parle d'un sujet, je marche sur des œufs. Sensible, non, mais bien sûr. Compétences des enseignants. Mais les compétences des enseignants à l'école primaire sont souvent extrêmement faibles en matière scientifique, et notamment en matière de mathématiques. Et donc, pose la question de la formation. La qualité de l'enseignement en mathématiques à l'école primaire reste, malgré les améliorations qu'a évoquées Xavier, reste sans doute beaucoup trop faible. Et donc, si vous avez des gens qui n'ont pas les bases en mathématiques et qui n'ont pas les bases en français, même s'ils ont un petit peu plus de bases qu'ils n'avaient il y a 10 ou 20 ans, c'est pas étonnant qu'au collège, ça s'effondre, parce que c'est là qu'il faut, à partir de ces bases, développer, déployer, et donc ça casse. Ça casse d'autant plus que, comme l'a souligné Xavier, les profs de maths au collège, c'est une vraie galère. Bah oui. C'est une vraie galère. C'est pas très fréquent d'avoir un prof toute l'année. Oui. Ça change. Et l'éducation nationale a un mal fou à recruter ces enseignants. Ce qui pose la question de l'attractivité de l'éducation nationale. L'enseignant avait un statut et social et financier bien meilleur il y a 30 ou 40 ans en arrière que ce qui n'est... juste un point. Le collège... Il y a une spécificité française par rapport aux autres pays, c'est qu'on dépense plus qu'à l'école primaire encore aujourd'hui. Oui. Donc ce n'est pas un problème de sous. Oui. C'est vraiment un problème d'organisation, de compétences, de gestion. Ce n'est pas un problème de sous. La France dépense plus par élève au collège qu'à l'école primaire, alors que dans la plupart des pays, et notamment ceux qu'a évoqué Xavier, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut poser les bases à l'école primaire. Sur le collège, j'entends Ludovic de Sauté. Ce que dit Jean-Marc sur les moyens. Pour autant, ce que disait Xavier, c'est que dans les réformes et dans l'évolution, c'est un peu le parent pauvre, le collège. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup... La lumière s'est focalisée sur les primaires et puis sur la sortie de tuyau, le bac, qui a été repatouillé. Alors après, il y a quand même une lecture, parce que ces baromètres-là, on peut se mettre dedans, être désespéré, et puis entendre un truc. Il y a quand même aussi une autre lecture, mais qui est importante, qui est une lecture plus de calendrier de ça, c'est que le collège est en train d'absorber aussi la génération Covid. Oui, c'est bien de le rappeler. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est une génération qui a vécu des années particulières que nous n'avons jamais vécues. Qui a été une année quand même très très particulière dans des moments clés de l'éducation. On sait qu'on a une génération comme ça qui est très suivie, qui va avancer dans le bois de l'éducation nationale. Qui est une génération perdue ? Pas perdue forcément, mais qui a vécu quelque chose, qui a vécu à la fois, j'allais dire, socialement, en termes de l'isolement, bien sûr, peu traumatisant, et qui a vécu un peu, sans faire de parallèle avec la fiscalité, une année blanche, on va dire, mais c'est en tout cas, il y a quelque chose quand même qui a été assez particulier et tout ça. Et cette génération qui va être digérée au fur et à mesure, elle clairement, elle a un impact, elle aura probablement un impact. Le collège est en train de l'absorber. Donc on verra sur la longue traîne, mais il y a un suivi, et il y a un mauvais suivi d'un pays qui n'a jamais été capable de dire merci à sa jeunesse pour l'effort qu'elle a fait pendant le Covid. Oui. Jamais. Donc, et aujourd'hui, elle devrait être capable de le faire pour accompagner cette génération qui a fait un effort incroyable pour protéger les plus anciens, en retenant à la fois son éducation, en retenant le fait de sortir, de voir des copains, ainsi de suite, ainsi de suite. On a été le pays qui a ouvert le plus tôt quand même les écoles. Il faut le rappeler, la Grande-Bretagne a mis beaucoup plus longtemps, par exemple, mais c'est vrai que ça a laissé des traces dans toute cette cohorte. Oui, c'est vrai qu'on a ouvert les écoles, mais c'est un point, je suis d'accord avec Ludovic, c'est
C'est majeur comme point. Moi, je voulais rajouter 3 petits points. Oui. Un, c'est pédagogie, parce que c'était une partie de votre question au début. Est-ce qu'il faut cibler davantage sur les élèves les plus fragiles ou est-ce qu'il faut revoir en profondeur l'organisation C'est encore une autre collège question. C'est encore une autre question. Vraiment faire les deux, c'est-à-dire le ciblage, parce qu'on a beaucoup d'inégalités, mais il y a des sujets de pédagogie où on utilise moins en France ce que les experts de l'éducation appellent la pédagogie structurée ou l'enseignement explicite, c'est-à-dire que vous avez des supports de cours qui vous explique par exemple comment on enseigne une fraction, enfin, comment la division, comment on enseigne, ou la multiplication, quelles sont les bonnes manières de faire. Il y a des méthodes comme la méthode de Singapour où c'est une approche très visuelle pour faire ça. Et donc il faut trouver le bon équilibre entre donner un peu des fiches de cours que vous allez suivre en tant qu'enseignant et la liberté pédagogique, qui est très important aussi de respecter et qui fait aussi l'attractivité du métier d'enseignant. Mais je pense que c'est un aspect important qui peut vraiment aussi aider les enseignants, puisqu'on vous donne un support qui vous permet d'enseigner de manière plus efficace. Le premier point. Juste là-dessus, pour appuyer, faites un test simple, regardez un livre de mathématiques de CM1 français et de maths, et regardez le même méthode de Singapour. Quand vous faites la comparaison, vous tournez les pages, vous regardez, et vous vous dites lequel est le plus efficace. J'y connais rien. Mais c'est évident qu'il y en a un où on voit la progression, où on voit que c'est accessible, où on voit qu'il y a une logique, et l'autre où on a l'impression d'une accumulation de préceptes non articulés. Oui. C'est vraiment frappant. Je vous conseille, j'ai fait le test par hasard, c'est vraiment frappant. Pas davantage de la méthode de Singapour. Je pense que c'est des résistances peut-être en partie liées à la liberté pédagogique. Oui. Il y a aussi le fait que les manuels en France, il y a peu de régulation sur les manuels qui peuvent être utilisés. Donc on pourrait être plus prescripteur, avoir par exemple, quelles méthodes peuvent être utilisées, quel doit être le contenu exact. Donc ça, c'est des choses qui devraient être mobilisées. Le deuxième point que je voulais soulever, c'était, Jean-Marc évoquait les dépenses par élève. C'est vrai que globalement, on est au niveau de la moyenne de l'OCDE ou de l'Union européenne, et un peu au-dessus au collège. Juste un point pour faire le lien avec ce qu'on disait avant sur les aspects budgétaires, les aspects de transparence. Il y a en fait toute une partie des dépenses d'éducation qui sont des dépenses de retraite. C'est bien de le rappeler, effectivement. Et donc, en fait, quand vous faites ça, on passe quand même pas mal en dessous. Il faut expliquer pourquoi, Xavier Jaravel, effectivement, une grande partie des hausses des budgets qui vont à l'éducation nationale partent en fait dans les retraites des professeurs. Le logique, c'est que le système, si vous pouvez regarder un système par répartition du point de vue des enseignants aujourd'hui en poste qui payent pour ceux qui étaient en poste hier, ce système-là est déficitaire. Donc, du coup, il y a ce qu'on appelle une subvention d'équilibre, où l'État, en fait, dit je paye davantage les enseignants aujourd'hui, mais en fait, je transmets, c'est un transfert direct qui va vers la génération déjà en retraite. Et donc, quand vous faites ça, ça change de l'ordre de 1,5 ou 1 point de pourcentage la dépense d'éducation. Donc, vous passez peut-être de 5,5 à 4,5 points du PIB. Donc, c'est quand même des ordres de grandeur très importants. De l'ordre de grandeur. Et une grande partie de la hausse du budget de l'éducation nationale est passée en financement des retraites. Donc, et honnêtement, c'est une lecture plus globale, parce qu'on n'a jamais vu un budget aussi anti-jeune que ce budget. C'est effectivement la mise de jeu initiale du gouvernement avait plusieurs éléments pour mettre à contribution les retraités avec l'abattement fiscal de 10% et des indexations le gel des pensions ont été retoqués, annulés. On voit bien où est le poids politique maintenant des électeurs et l'âge moyen. Mais après, c'est pour ça qu'il y a un travail de débat public pour dire où sont les grands problèmes. Et je pense qu'on est d'accord de dire que l'éducation devrait être une priorité, que ce n'est pas que des questions de moyens, mais c'est aussi un peu des questions de moyens et ça facilite toujours d'avoir plus de moyens. Et le troisième point, c'était pour élargir un tout petit peu, pour dire qu'il y a aussi des sujets d'orientation, dont on a parlé plusieurs fois, notamment avec Jean-Marc sur ce plateau. C'est-à-dire qu'à niveau scolaire donné, il y a tout le sujet de faire découvrir les métiers d'avenir, de créer des vocations pour soit des métiers techniques qui vont être très importants pour l'industrie, des métiers scientifiques qui vont être importants pour l'innovation, pour la recherche. Et sur ça aussi, il y a beaucoup de choses très concrètes qui peuvent être faites, et pas très coûteuses, juste pour faire découvrir ces métiers, élargir le champ des possibles. Et parce que souvent, vous vous projetez dans les carrières qui sont celles de votre département d'origine, votre ville d'origine, votre famille. Mais il y a des manières de faire découvrir ces métiers en amenant des professionnels à l'école. Il y a notamment une initiative qui est portée par le MEDEF qui s'appelle Code F, je crois. C'est pour faire découvrir les métiers du code aux jeunes filles, notamment lycéennes.
et qui essayent. Mais qui sont déjà en train de disparaître avec l'intelligence artificielle, non? C'est presque trop tard. Sur ça, je pense c'est plus nuancé. Il y a aussi une initiative de l'INRIA, Oui. l'INRIA qui est qu'on connaît pas forcément, qui est le CNRS de l'IA et des technologies de l'information, où ils essayent de toucher toutes les classes de seconde pour faire découvrir les métiers de la science à l'INRIA. Donc je pense que ce genre de choses aussi, c'est très utile, à la fois pour l'égalité des chances, pour le potentiel de croissance. Bon, on voit qu'il y a plein de pistes à mettre en place, effectivement. Merci pour tout ça. Avec peut-être une note d'optimisme, c'est qu'on a quand même 500 000 élèves en moins. On va avoir 500 000 élèves là sur le quinquennat 2022-2027 et un nombre de professeurs qui, lui, devrait rester à peu près stable. Est-ce que ça va aider nos enfants à remonter un peu le niveau, Jean-Marc Vittori? Si on organise la chose, oui. Si on ne l'organise pas, non. La réponse est simple. Et pour l'instant, est-ce qu'on est en voie de l'organiser? Pour l'instant, on a plus l'impression qu'on s'arrache des bouts entre syndicats et ministères sans avoir aucune vision d'ensemble et sans avoir aucune projection dans le temps. Et juste sur ça, rapidement, en fait, oui. ça relie à ce que je disais au début sur le dédoublement des classes. En fait, la réduction de taille des classes, de manière très efficace de faire augmenter les résultats pour un coût en fait, qui est modique par rapport à l'effet. Et donc, en fait, ça, c'est un effet qu'on peut avoir spontanément. C'est-à-dire que si on ne touche à rien, on a une baisse du nombre d'élèves, on garde le nombre de profs. En fait, c'est, à mon sens, c'est aussi l'analyse qu'on a fait avec le Conseil d'analyse économique en mai dernier, c'est une bonne chose. En fait, c'est mieux de ne rien toucher. Après, on peut faire encore mieux si on redéploie des effectifs entre départements, parce qu'il y a des endroits où vous avez, notamment à Paris, où vous avez une baisse des effectifs beaucoup plus forte qu'ailleurs. Et donc, il y a aussi un enjeu d'égalité entre territoires. Et donc ça, je pense que c'est pas vraiment fait aujourd'hui. Ça devrait être une priorité. Et donc, l'erreur à ne pas commettre, ce serait de réduire les crédits juste parce qu'on dit qu'il y a moins d'élèves. Et c'est dans le budget, en fait, c'est ce qu'on fait en partie. Et on protège ça moins que, effectivement, une partie plus âgée de la population, comme on évoquait à l'instant. Bon, un grand plan de voilà, quelques pistes pour un grand plan de relance de l'école quand même, qui est l'avenir de notre pays. On le rappelle, c'est un investissement aussi pour l'économie, pour notre future productivité, bref, pour un avenir plus radieux. Pensons à nos jeunes. Un plan d'investissement, il y en a un grand, un plan de relance qui est qui vient d'être adopté au Japon. Cette fois-ci, c'est le gouvernement de la première ministre Sanae Takaichi qui vient d'approuver ce vendredi un plan de relance massif, l'équivalent de 117 milliards d'euros. On a un peu l'impression qu'au Japon, ça fait 30 ans qu'il y a des plans de relance et des plans de relance et des plans de relance. Est-ce que ça a fonctionné jusqu'à maintenant? Je continue avec vous, l'économiste du jour, Xavier Jaravel. C'est toujours difficile de savoir ce qui se serait passé sans les plans de relance, oui. Mais c'est sûr que ça n'a pas sorti le Japon du problème qu'on appelle de la stagnation séculaire, avec des taux d'intérêt extrêmement faibles, des taux de croissance extrêmement faibles. Ils étaient on espérait qu'ils puissent en sortir là récemment, parce qu'il y a eu le choc d'inflation, les taux d'intérêt sont remontés. Et là, ils semblent revenir dans leur équilibre habituel avec des taux très très bas, et donc c'est pour ça qu'ils essayent de faire ce plan de relance. Mais je pense que c'est un sujet qui me semble assez spécifique au Japon. Oui. Donc pas applicable en Europe. Tirer des conséquences pour nous à court terme. On n'est pas dans une situation où les taux rebaissent et l'inflation est maîtrisée. On a une crise économique. Je pense que c'est plutôt une situation où on veut préparer la prochaine crise pour avoir des marges de manœuvre pour faire un plan de relance qui est, en l'occurrence, très très fort. Pour le Japon, c'est de l'ordre de 3 points de PIB. Donc c'est un peu vraiment des très très grandes crises comme la crise de 2008. Oui, alors je rappelle que ce plan, il est effectivement, c'est des subventions aux factures énergétiques pour alléger immédiatement la pression de l'inflation. C'est vrai que l'inflation en Europe est désormais maîtrisée. C'est aussi des réductions d'impôts pour redonner un peu d'air au pouvoir d'achat des Japonais et stimuler la demande intérieure. Or chez nous, en Europe, en France, on a quand même une croissance plutôt malassonne, on va le dire gentiment comme ça, Jean-Marc Vittori. Est-ce qu'on a besoin d'un grand plan de relance en Europe ? Dans un pays où on épargne 18 ou 19% de son revenu. 19% dorénavant, oui. Si vous faites un plan de relance, il faut vraiment bien le cibler pour que ça ne tombe pas à nouveau dans l'épargne. Et accroître la désépargne publique pour accroître l'épargne privée, c'est à coup sûr, dans la conjoncture actuelle française, un mauvais calcul. Donc, ça n'est pas la priorité. Dans le plan japonais, vous avez souligné effectivement la question du pouvoir d'achat qui est crucial. Oui. Il ne faut pas oublier que cette question est cruciale. Moi, je pense que il y a des gens qui l'ont oublié en 2017 et 2022 et ça a expliqué une
une part de la progression du vote Rassemblement national. Ça a été le cas aussi un petit peu dans la campagne de 2024, des législatives 2024. Et le Rassemblement national a mis très tôt l'accent là-dessus et les autres partis ont couru un peu derrière. C'est absolument essentiel. On le voit aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, Donald Trump, il a renoncé à des droits de douane parce qu'il s'est même rendu compte que ça posait des questions de pouvoir d'achat. Donc cette question de pouvoir d'achat est une question politiquement absolument majeure, essentielle, évidemment, qu'il ne faut jamais perdre de vue. Derrière, il y a aussi autre chose. Dans le plan de relance japonais, il y a aussi du financement à l'intelligence artificielle, il y a du financement à l'énergie. Enfin, il y a aussi un certain nombre de choses qui relèvent de... Oui, la Première ministre a annoncé vouloir des dépenses stratégiques. C'est peut-être ça qui nous manque, non en France et en Europe, Ludovic de Sauté. Je rebondis sur ce que disait Xavier, parce qu'il y a ce qui nous différencie, ce qui nous rassemble du Japon. Alors, quelque part, c'est peut-être un miroir à venir, parce qu'il y a le choc démographique. Il y a un vrai sujet démographique, évidemment. Notre propre histoire, mais qui est là. Après, finalement, le dernier plan dont on a parlé ici aux experts, c'était le plan Merz. 500 milliards. Et c'est là où on voit les écarts, parce que ce plan japonais, même s'il y a du fléchage sur l'énergie, un peu sur les nouvelles technologies, tout ça, c'est un plan de confort, d'abord. Honnêtement, c'est pas un plan de relance d'une économie, c'est un plan pour... faire baisser un peu la cocotte minute avec une inflation à 3%. Je rappelle que le Japon, c'est 230% de dette. Donc, c'est... voilà. Mais qui est détenu par les Japonais. Bon. Donc, et ce pays, aujourd'hui, j'allais dire, moi j'ai le sentiment, quand on regarde le Japon, que c'est à la fois une sorte de miroir pour l'Europe sur des choses qui peuvent nous attendre. C'est ça, un miroir qu'on a vu dans le rétroviseur dans les années 70, qui nous est passé devant, et maintenant qui nous raconte quelque chose sur ce qui pourrait nous arriver, finalement. Et ce plan de relance, après, dernier élément aussi, il est dans un contexte politique très particulier aussi au Japon. Takaichi arrive avec un programme quand même avec des racines à la fois populistes et autres, qui sont aussi dans une volonté quelque part de satisfaire et de ne pas tomber dans une logique où il y aurait... C'est pas dans la culture du pays, mais il y a quand même une petite cocotte minute en termes d'inflation. Ça fait plus de 40 mois que ces pays sont dans une inflation à 3% et quelques. C'est colossal. On tombera pas dans des chocs probablement tels qu'on peut le connaître en Europe, mais il y a un malaise profond politique au Japon qui s'est exprimé lors du dernier vote. Oui, c'est donc une réponse plus politique qu'économique, si je vous entends bien. Avec même une question de soutenabilité importante, parce que on relance donc de plus de 100 milliards d'euros. 117 milliards d'euros. Avec des taux d'intérêt à long terme qui ont doublé en un an, qui sont à près de 3,5%. Donc faire une relance massive au moment où les taux d'intérêt ont plutôt monté, même si les investisseurs étrangers recommencent à acheter du papier japonais, visiblement, c'est tout de même, ça pose tout de même des questions qui ne sont dont on n'a pas l'idée de la réponse pour l'instant. Oui, et qu'on pourrait se poser en France aussi. Oui, mais nous, on ne relance pas de 3% du PIB. On n'est pas encore sur la relance, effectivement, on gère notre déficit. Plutôt, mais si on devait s'inspirer de ce plan, probablement qu'il faudrait se focaliser sur la partie investissement. Évidemment. Alors que jusqu'ici, la partie soutien en période de crise, pour soutenir le pouvoir d'achat... On l'a connu ces dernières années. Voilà, je trouve qu'en fait, on l'a beaucoup connu. Je me semble qu'on a peut-être trop fait. On n'a pas ciblé le soutien au pouvoir d'achat avec le bouclier tarifaire. Tous les ménages y étaient éligibles, y compris les plus aisés. Donc il me semble qu'on est en fait allé très loin dans cette logique et qu'on est allé beaucoup moins loin dans la logique d'investissement. Il y a eu un plan comme France 2030, qui est 50 milliards d'euros sur 10 ans, qui se fait un peu raboter là, dans la discussion budgétaire et qui, à mon avis, devrait être un enjeu pour 2027, de se dire est-ce qu'on fait un plan 2035, 2040 mais je crains ça reviendra probablement. Mais enfin, tous ces plans d'investissement, on a un peu du mal pour voir où est-ce qu'ils atterrissent à la fin. Vous vous souvenez du plan d'investissement de 50, le plan Pisani en  2017 de 50 milliards. Il n'a pas vraiment été mis en œuvre. J'ai connu des ministres du budget me disant je ne sais pas où est passé l'argent ni ce à quoi ça a servi. C'était l'intérêt justement de cette structure de France 2030, c'est que c'est une institution interministérielle, le secrétaire général pour l'investissement, le SGPI, qui est en charge, donc on sait où est l'argent, on voit ce qu'ils font, et après on doit d'ailleurs évaluer au fil de l'eau pour voir ce qui est le plus efficace, et ça on pourrait le faire encore davantage.
Mais il me semble que dans l'orientation générale, ça devrait être ça qu'on met dans le débat. Je suis d'accord sur la méthode, je m'interroge davantage sur le fléchage, c'est-à-dire que France 2030, un de ses défauts, c'est quand même le saupoudrage. Enfin, je veux dire, il y a toute une partie, la réindustrialisation est une catastrophe. C'est de l'argent qui aura probablement pas servi à grand chose in fine, malheureusement. En fait, c'est pas. Mais il y a aussi... Alors qu'on disait même à l'époque, il ne faut pas saupoudrer et on va cibler bien davantage avec ce plan. Honnêtement, si on faisait un bilan, et vous avez totalement raison sur Pisani et tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des réussites françaises, on va dire par exemple le Grand Paris, quelque chose qui a fonctionné. Ok. Non mais ça prend forme, ça existe, c'est visible, c'est palpable. Après, on peut s'interroger sur l'intérêt de le faire et tout ça, mais c'est palpable. Aujourd'hui, France 2030, on a du mal à se dire que grâce à France 2030, Duralex, Mistral, point. En fait, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Est-ce qu'on a renforcé la croissance potentielle grâce à ce plan ? On voit qu'elle baisse plutôt. Chose qui est intéressante dans ce plan, c'est qu'on pourra à terme l'évaluer parce qu'il y a beaucoup d'appels à projets. Donc vous pouvez comparer des entreprises qui ont postulé, qui n'étaient pas trop différentes de celles qui ont eu la subvention, mais qui eux l'ont pas eu. Ce travail n'a pas encore été fait. Il y a eu des travaux d'ordre plus macroéconomique qui ont été faits et qui eux sont positifs. À mon avis, ils sont même trop positifs, mais ils ne sont pas disciplinés par du travail empirique. Donc je pense que c'est difficile, mais je trouve qu'on ne peut pas non plus que regarder des success stories incroyables de licorne. En fait, c'est plus d'irriguer tout l'écosystème. Et de fait, l'écosystème, notamment IA en France, s'est amélioré, et de start-up plus généralement, c'est vraiment amélioré ces 10 dernières années. Donc ça a apporté... Mon raisonnement, c'est qu'on est dans des périodes de rupture technologique, il n'y a pas que l'IA. C'est-à-dire qu'on voit le raté de l'automobile européenne, qui est un raté aussi technologique. Honnêtement, c'est sur le fait qu'on est coincé dans une technologie qu'on n'a pas anticipée, au-delà des aspects et autres, et qu'on le voit dans le spatial aussi. On s'est fait dépasser sur les microsatellites. Donc, il y a dans tous les grands domaines, aujourd'hui, il y a des logiques de rupture qui sont en train de se dessiner et qui vont apparaître. Ces ruptures, elles rebattent les cartes, et aujourd'hui, l'Europe, sur ces ruptures, honnêtement, n'a pas cranté à chaque fois sur ces dossiers-là. Place à l'investissement, ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci à tous les trois, Xavier Jaravel, Jean-Marc Vittori et Ludovic de Sauté.